Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour pour une nouvelle semaine de débats intéressants. Débat d'ailleurs, alors 3 jours de la semaine et puis demain, réflexion autour d'un bouquin d'ailleurs dont je vous ai déjà parlé. Ça pourrait être, mais on verra ça demain, ça pourrait être l'un de vos livres de chevet de l'été. Assez proche d'ailleurs d'un bouquin qui avait fait beaucoup de bruit il y a une dizaine d'années sur le négationnisme économique, histoire de remettre les choses en place sur ce qu'est vraiment aujourd'hui l'économie de marché, le capitalisme dans notre pays, ce que sont vraiment les inégalités, ce qu'est vraiment le partage de la valeur ajoutée avec un certain nombre de chiffres, mais on verra ça demain dans le détail. Là, on débat des grandes thématiques de l'actualité du moment. Donc, autour de la table, Françoise Gris. Bonjour Françoise. Bonjour Stéphane. Administratrice aujourd'hui, Françoise. Donc, oui, moi, je vous ai connue patronne de Manpower. Déjà, je ne vous ai pas connue comme patronne d'IBM. IBM, Manpower, Pierre et Vacances, et puis ensuite c'est sympa de me rappeler mon âge et ma longue carrière. Mais non, c'est ce qui vous donne toute la légitimité pour vous exprimer. Un peu d'expérience. Voilà. C'est pour ça que je suis ravi de vous retrouver ici et de discuter avec vous des grandes affaires politiques et économiques du moment. Voilà, Françoise, donc administratrice. Vous pouvez dire de quel groupe vous êtes administratrice aujourd'hui ? Crédit Agricole, Edenred, Française des Jeux, par exemple. C'est bien, c'est diversifié en plus. Mathieu Courtecuisse, salut Mathieu. Salut Stéphane. Président fondateur de SIA Partners. Alors, j'ai juste une question très ouverte. Françoise, on va parler de la situation politique, mais est-ce qu'elle vous inspire un commentaire particulier au-delà des quelques thématiques que moi j'ai pu avancer là, quand on a préparé ensemble cette émission ? Il est temps qu'on retrouve du sens commun. À la fois dans la perspective et dans la volonté d'agir ensemble. Une fois qu'on a dit ça, on n'a à peu près rien dit parce qu'il faut y arriver. Si, et donc, il faut s'appuyer sur quelques femmes et hommes de bonne volonté qui vont passer les postures, qui vont passer les analyses délétères et qui vont se dire, on est là où on en est et Dieu sait qu'on l'avait vu venir. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec les ingrédients que l'on a en place ? Donc, finalement, c'est une bonne chose. Finalement, non. C'est un levier pour... Et pourquoi non ? Alors, c'est non, toujours bon, finalement, d'essayer d'établir un consensus. Oui, alors oui, je pense, oui, mais puis de toute manière, on est là où on en est. Et je pense que finalement, le Parlement, puisqu'on peut parler de ça, il reflète l'opinion et à un moment donné, il va bien falloir qu'on traite ce sujet qu'on a essayé d'éviter depuis des années. Ça fait des années qu'on espère que ce que les électeurs expriment de façon très différente ne va pas se traduire dans les pouvoirs exécutifs. Si, voilà, on y est. Et c'est plutôt sain, je trouve. Maintenant, c'est très nouveau pour la France. C'est inquiétant parce qu'il y a d'autres institutions dans le monde occidental qui sont aussi sous pression. Donc on peut se dire qu'on n'est pas globalement préparé à une géopolitique violente. Mais dans le fond, on va peut-être pouvoir apprendre d'autres façons de travailler. Mais en même temps, regarde, c'est pas du tout pour parler de ce sujet, parce que je pense qu'il est vraiment à l'écart des thématiques que l'on traite, nous. Mais ce débat naissant sur l'avortement en France et sur l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Je lisais là un papier très intéressant où Marine Le Pen... Ça y est, elle est responsable. Aujourd'hui, elle ne peut plus partir dans l'anathème, quel qu'il soit. C'est 90 députés. Et il va falloir qu'elle donne une consigne de vote à un moment ou à un autre si le sujet arrive sur la table. Je trouve ça super intéressant. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, sur le sujet de l'avortement, elle a pris une position très claire et très favorable aux droits des femmes. Donc je trouve ça sauf que là, c'est inscription ou pas dans la Constitution. C'est plus le même enjeu et c'est ces 90 gars qui vont devoir suivre. Mathieu ? Moi, je suis un peu inquiet parce que finalement, le Parlement, enfin l'Assemblée nationale, aujourd'hui, elle est le résultat de ces élections un peu particulières où finalement les diagnostics n'ont pas été vraiment posés. Donc en fait, faire des compromis sur un diagnostic qui n'est pas vraiment bien posé, ça représente quand même une difficulté. Moi, je trouve que cette Assemblée, elle est le reflet d'une irresponsabilité structurelle qui s'est développée à cause du quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte a démonétisé les partis de gouvernement parce qu'au fond, puisqu'on pouvait raser gratis, on pouvait raconter n'importe quoi, tout le monde a un peu proposé n'importe quoi. Et même sur les partis de gouvernement, objectivement, on a plutôt proposé des choses qui allaient dans le sens pour caresser l'opinion plutôt que l'inverse. Donc ça ne prépare pas vraiment bien à passer des compromis. Et là, très concrètement, maintenant, on est dans un contexte inflationniste. On est, pour paraphraser un petit peu ce que disait un des conseillers de Bill Clinton, « It's the economy stupid ». Là, c'est « It's the energy stupid ». C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un contexte particulier où il va falloir prendre des mesures assez nettes sur les sujets de l'énergie. Et les sujets de l'énergie, ça touche vraiment
tout le monde. On va y venir sur les sujets de l'énergie. Je vais rester sur ce que j'appelle le choc politique. En fait, c'est Dominique Régnier qui était venu me dire ça. Et au début, en fait, il me disait, la dépense publique génère la colère. Parce qu'on n'en a jamais assez, finalement. Ah ben oui, mais a priori, tu te dis, on va arroser de dépenses publiques et ça va calmer les choses. Non. C'est le contraire qui se passe. Et quand on voit les positions même de la CFDT sur la retraite, enfin, je veux dire, aujourd'hui, bon, on dit à tous, c'est difficile de passer à 65 ans parce que finalement, il y a une ère du temps qui dit que soit on peut même remonter à 60, enfin, redescendre à 60, pardon, soit carrément ne pas faire de réforme parce qu'il n'y aurait pas besoin. Et c'est quand même, finalement, le syndicat réformiste principal qui dit qu'il n'y a pas besoin de réforme de retraite à proprement parler, en tout cas en termes de finances publiques. Et on ne peut pas dire que c'est d'une responsabilité majeure. Donc comment ils vont faire pour passer de l'irresponsabilité à la responsabilité en quelques jours ou quelques semaines? Est-ce que c'est quand même assez complexe à imaginer? Je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus, Mathieu, sur les retraites, mais j'ai passé la semaine dernière à en parler, donc ceux qui nous écoutent tous les jours et qui nous regardent vont être saoulés si jamais je vous, si jamais je vous fais l'article. C'est la durée de cotisation qui compte, Mathieu, c'est pas l'âge légal. L'âge légal, en fait, on a agité un chiffon rouge et on a chauffé à blanc. En fait, au cœur de la CFDT, en fait, on a tué la négociation avec ce chiffon rouge, qui n'a aucun sens. C'est la durée de cotisation. Il y a aussi les bases de cotisation. Moi, je pense qu'on est quand même le seul pays au monde où on a un régime de cotisation obligatoire jusqu'à 320 000 euros de salaire. Et je pense que par rapport à une question de justice et dans le caractère redistributif de ce régime, il y a des choses majeures qui sont posées. Non, ça, pas de problème. Mais c'est sur la fameuse borne d'âge, tu vois, l'âge légal. Je dois dire, j'ai pas mal d'entretiens la semaine dernière. Vous pouvez y aller d'ailleurs, hein, si vous avez raté ça, c'est vraiment intéressant. J'avoue que j'ai changé d'avis. J'ai été convaincu par l'idée que c'était en fait un chiffon rouge qui chauffait à blanc des gens qui derrière ne pouvaient plus négocier parce que tu avais mis cette barrière devant eux qui était infranchissable. Françoise ? Moi, je partage. Je pense que c'est un sujet beaucoup plus compliqué que le sujet de l'âge. Et par contre, réforme après réforme et campagne après campagne, on a complètement... on n'a pas passé un message, on n'a pas fait la pédagogie nécessaire. Et donc, c'est un terrain très, très compliqué avec l'opinion. Donc, ça, faute à tout le monde. Hein. Il faut s'y atteler, mais effectivement, de façon... On peut rester sans réforme. Probablement pas. La réforme Touraine t'amène tranquillement à ses 64 ans, tu y es déjà d'ailleurs pas très très loin, tu es sur 63 ans et demi hein, d'âge moyen aujourd'hui de départ en retraite. La réforme Touraine t'y amène tranquillement. Si tu avais fait preuve d'un tout petit peu de finesse, tu aurais pu l'accélérer. Donc la réforme Touraine, c'est un trimestre supplémentaire tous les 3 ans. Bon, tu pouvais faire peut-être un trimestre tous les 2 ans, voire un trimestre tous les ans, pourquoi pas. En même temps, l'équilibre du régime de retraite lui-même ne le demande pas forcément. Donc c'est bien l'idée de récupérer un peu de finances publiques pour aller financer d'autres, pourquoi pas le grand âge, qui peut être lié d'ailleurs à la retraite. Voilà. Mais, va écouter, Jean-Hervé Lorenzi est formidable, beaucoup de calme. Et, va écouter ça je sais pas, sur la route des vacances. Ça reste en podcast sur le site de Bismart. Et vous verrez ça. Tout ça peut se faire dans un grand calme, tu vois. C'est un peu ce qu'il nous disait. Bon, voilà, je referme la parenthèse. Ouais, alors, partenaires sociaux, Laurent Berger. Il en appelle à la responsabilité des acteurs politiques. Donc c'était une interview la semaine dernière dans l'Opinion. J'entends certains affirmer qu'ils vont résister, dit Laurent Berger. Un député n'est pas là pour résister, mais pour construire. Le rôle d'un député est de construire des solutions pour la population, c'est de représenter la nation, le peuple français. J'en appelle à la responsabilité de tous les parlementaires pour qu'ils se placent dans une logique de construction et de solution. Et ensuite, il parle des partenaires sociaux. Il revient aussi aux partenaires sociaux de prendre leurs responsabilités. Dans les mois à venir, la construction législative sera plus compliquée. Faisons de la construction contractuelle. Il est important que les organisations syndicales discutent avec le patronat pour élaborer une forme renouvelée de paritarisme. Alors, ce ne sont que des mots. Ouais, il prêche un peu pour sa paroisse. Ouais. Hein, mais il a raison sur le fond. Et d'ailleurs, je pense que si la France avait un peu moins de lois et si on traitait les sujets autrement que par la loi, et il y en a plein que l'on peut traiter autrement que par la loi, ça ne nous ferait pas mal. Hein. Enfin, je pense que si on sortait un peu de ce sujet où tout le monde veut avoir sa loi, je pense qu'on pourrait quand même avancer. Et on est avec des gars, Geoffroy Roux de Bézieux, qu'on connaît, nous, autour de cette table, donc Laurent Berger. Il va y avoir une succession à la tête de la CGT qui va s'organiser.
peut-être les gens qui sont idoines pour faire ces compromis. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu ? Moi, je pense qu'il faudrait qu'il soit précis sur ce qu'il veut dire, parce que là, on reste quand même dans une déclaration d'intention, mais très concrètement, par rapport à certains organismes paritaires sur lesquels on peut quand même avoir des doutes sur soit leur existence, soit sur même leur financement, je pense qu'il n'en parle pas vraiment. Pour toi, ils sont cuits, les syndicats, ils n'ont plus la main, ils ne peuvent pas la reprendre moi, pour être responsable d'un syndicat, je vois quand même... Un syndicat professionnel. Mais je vois quand même la difficulté qu'il y a, ne serait-ce que pour passer des accords de télétravail, pour discuter, par exemple, du fractionnement du temps de travail, de discuter de l'autonomie dans le cadre du temps de travail, pour déterminer, par exemple, les seuils pour rentrer dans les forfaits jours. Bon, ça, centrale syndicale, en l'espèce, c'est pas hyper allant. D'accord. Donc, moi, c'est plus par des actes que par des déclarations d'intention. Et déjà, si on avait des syndicats constructifs, ils pourraient se donner des leçons aux parlementaires, très concrètement. Françoise, non, mais on va voir comment ça va se passer. Est-ce que l'histoire parce que je le disais la semaine dernière, toutes les entreprises aujourd'hui sont dans la co-construction. Je racontais, mais alors c'est ton quotidien, c'est votre quotidien à tous les deux. Très intéressante, université des achats, donc l'ensemble des acheteurs, et cette phrase que prononce l'un des acheteurs, plus personne n'est autoporteur. Tu es d'accord avec ça, Mathieu ? C'est-à-dire, même Airbus, à la limite, ne peut plus concevoir tout seul son cahier des charges. Il le fait vraiment en partenariat. Les plus grandes entreprises aujourd'hui ne conçoivent plus toutes seules des cahiers des charges, mais le font en partenariat. C'est le quotidien des boîtes aujourd'hui. Ça fait 30 ans qu'on parle de l'entreprise étendue, donc je pense qu'on y est vraiment là. Il n'y a plus de sujet, il n'y a plus personne qui peut croire qu'il peut bâtir une solution, un produit ou un service tout seul. Ça, je crois que c'est terminé. Et c'est vrai que le dialogue avec les acheteurs, il a changé un peu de nature quand même. Dans un contexte post-Covid, je pense qu'il y a quand même un changement de ton et de posture qui est quand même intéressant de noter. Et donc là, il y a l'entreprise, ou plutôt les responsables politiques, pour aller un petit peu regarder, mais comment vous faites, vous, là le gros avec le petit, comment ça discute, comment ça négocie, comment est-ce qu'on arrive à un compromis ? Si on revient au syndicat, en fait, je pense qu'il y a aussi un écart énorme qui se crée entre les confédérations, les fédérations et les syndicats dans les entreprises, où il y a quand même une notion de responsabilité qui est nettement supérieure au plus près du terrain de ce qu'on peut ressentir au niveau des centrales syndicales. Donc, c'est tout ça qui est en cours. Là, ce qui va être très intéressant avec la loi sur le pouvoir d'achat, ça va être la question sur la prime Macron, par exemple, qui va être un bon test. Vas-y, pourquoi ? Parce que, en fait, moi, je trouve qu'elle est bizarre, cette prime Macron. Alors, à la fois, donc, elle s'appelle PEPA, je crois, son vrai nom. Voilà, prime, et je ne sais pas ce que c'est que le E. La prime Macron, d'ailleurs, je trouve. Je ne sais plus ce qu'est le E, mais c'est pouvoir d'achat derrière. Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, ça doit être ça. Voilà, bon, alors, ceci dit, c'est 6 000 €, donc c'est quand même énorme. Peut-être, on va voir ce que va dire le texte, mais c'était un peu l'idée du gouvernement, c'est de l'apporter à 6 000 €. Avec des conditions de revenus. C'est-à-dire, en fait, il y a un effet de seuil couperet qui tombe, qui en plus, à mon avis, n'est pas totalement constitutionnel parce que c'est par individu et non pas par foyer fiscal. Donc, il y a quand même déjà une question qui se pose. C'est-à-dire que, franchement, voilà. Et en fait, ça met en grande difficulté les DRH. Je discutais avec plusieurs DRH la semaine dernière par rapport le curseur des 6 000 €. C'est énorme. Donc, en fait, ça met quelque chose dans la tête des syndicats de salariés et qu'il va falloir piloter et qui oblige, en fait, aussi les entreprises à ne pas s'arrêter au seuil sur lequel il est défiscalisé. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de mettre aussi à ceux qui sont au-dessus parce qu'il y a un effet évidemment, domino. Françoise, moi, je pense que c'est révélateur de tout ce qu'on a à apprendre. C'est-à-dire que la culture française et notre façon de faire les choses, elle n'est pas dans le compromis, elle n'est pas contractuelle par rapport aux pays du Nord. On raconte ça depuis 1000 ans. Donc, et là, il va falloir apprendre. Et alors, évidemment, apprendre rapidement et à marche forcée, c'est sans doute un peu compliqué. Et ça ne va pas se faire sans accroc. Mais c'est quand même le sens du monde, quoi. Les gens qui négocient et qui se parlent, ils se portent visiblement mieux que ceux qui s'affrontent. Bon, alors, quand on est réaliste, c'est vrai qu'on se dit les conditions ne sont pas complètement réunies immédiatement. Et quand même, cette prime pouvoir d'achat, c'est objectivement une baisse, même si elle est marginale, comme les idées d'heures supplémentaires défiscalisées. C'est une baisse du coût du travail. Oui, tout à fait. Et c'est quand même objectif, Mathieu, que de dire, c'est un peu le sens de l'appel qu'ont lancé, on va parler d'énergie justement, le sens de l'appel qu'ont lancé les trois grands producteurs là, dans le journal du dimanche hier. L'inflation, pour le coup, c'est sans doute le plus inégalitaire des impôts. Donc, l'idée qu'on soutienne un peu plus par ce dispositif
les plus bas salaires par rapport au cadre n'est pas non plus absurde. Non, mais moi je suis pour cette prime, pour être clair. Simplement, je trouve que dans son montant, et par contre, là où je suis pas d'accord, c'est pourquoi créer un effet de seuil. Parce qu'en fait, Parce que justement, tu estimes que c'est les plus bas salaires qui sont les plus lourdement impactés. C'est aux entreprises de déterminer en fait les conditions de pilotage de sortie en sifflet. Ouais. C'est aux entreprises de déterminer. Là, je trouve que c'est infantilisant. C'est-à-dire qu'en fait, voilà. Après, il peut y avoir un sujet de coût en finances publiques. C'est de l'argent public. Mais bon, il y a un moment donné, voilà. Non, je suis pour cette prime, et notamment parce que si à côté de ça, on laisse le signal prix évoluer sur le côté du coût de l'énergie, ça me va très bien. Il faut décorréler les deux. Mais ça ne se passera pas. Non, mais bon, si c'était pour faire ça, ça serait très bien. Voilà. Mais par contre, ça ne protège pas tout le monde, puisque c'est dans les entreprises. Donc oui, et puis il y a cette idée de... c'est la CGPME qui pousse là-dessus, pouvoir le verser en plusieurs fois. Oui, mais ça me semble pas extrêmement complexe si c'est renvoyé dans le dialogue dans l'entreprise. Enfin, je ne connais pas les modalités, mais j'imagine que ça doit être possible de faire... Oui, mais c'est là où tu es dans l'ambiguïté totale. Donc Bruno Le Maire, ce matin, il va présenter, enfin, ce n'est pas lui qui va le présenter, c'est Madame la Première ministre, mais donc un programme pouvoir d'achat. Ils nous disent que c'est à 8 milliards, sans doute ce sera plus près de 12 ou de 15, tout en disant il y a une alerte sur les dépenses publiques. Oui. Donc c'est ça, verser en une seule fois, tu t'espères un peu limiter l'impact de la défiscalisation et de la désocialisation. En même temps, l'absurdité du détail de l'application, c'est bien la preuve qu'on ne peut pas tout traiter par la loi. La loi, elle est tellement homogène qu'elle n'arrive pas à traiter les particularités. Donc, je ne sais pas comment on traite le sujet de l'argent public dans un dispositif plus contractuel, mais si on était plus contractuel, on aurait une chance d'être plus près de certains secteurs qui n'ont pas les mêmes problématiques que d'autres. Donc, voilà, il faut qu'on arrive à ne pas mettre le Parlement sur tous les sujets. Oui, surtout que la nouvelle configuration du Parlement, le risque, c'est qu'à chaque fois, ça soit l'entreprise qui soit perdante. Parce que, comme les entreprises ne votent pas, il y a quand même un risque à chaque fois on soit les dindons de la farce du côté des entreprises. Oui. Et qu'il y a une course à l'échalote. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est vraiment le risque, si je reviens sur les intérêts particuliers des entreprises, c'est vraiment le risque de cette nouvelle configuration. Juste un petit mot, est-ce que c'est Marc Lermite, là, l'associé EY, spécialiste de toutes ces questions d'attractivité qui sonnait l'alarme la semaine dernière sur ce plateau. Il disait les investisseurs internationaux se posent des questions. Tu as eu des échos là-dessus, toi, Mathieu ? Non, pas spécialement. Puis j'ai regardé quand même la presse internationale. En fait, aujourd'hui, il y a une dépriorisation du sujet français par rapport à ce qui se passe par ailleurs. Donc ça reste, plus... Bon, c'est la première fois quand même qu'on a un président qui est réélu, qui est quand même une figure qui a été très très vite connue mondialement, qui inspire quand même de la confiance dans les milieux internationaux. Donc certes, il y a c'est un petit peu comme si l'économie française était un peu en suspens d'un point de vue de l'agenda de la réforme, mais par rapport à ce qui se passe par ailleurs, je pense que très relatif, si on regarde ce qui se passe au Royaume-Uni, juste à côté, c'est quand même pas glorieux non plus. Donc voilà, je veux dire, en fait, en se comparant, ça reste, je crois, assez honorable. Et sur l'Allemagne, il y a aussi des vraies questions qui sont posées assez régulièrement, notamment ne serait-ce que sur l'approvisionnement énergétique. Donc quelque part, la France présente un profil plus raisonnable. Finalement rassurant. Après, il y aura peut-être quelques scènes assez affligeantes qu'on peut anticiper à l'Assemblée nationale. Voilà. Probablement. Non, enfin, moi, je n'ai pas eu d'alerte encore, mais j'ai bien peur qu'on soit en dessous du radar, de toute manière, avec nos sujets. Donc, voilà, c'est ça. Comme Mathieu, dépriorisation, il a dit. C'est un consultant, lui. Beaucoup plus poli, mais il y a aussi, je pense, un univers d'affaires, de business, des entreprises qui inspire confiance là. Et puis. Bon, alors l'énergie. Tu penses qu'il faudrait, Mathieu, remettre donc là, le bouclier, tous les boucliers énergétiques sont maintenus. Elisabeth Borne a annoncé ça. Et toi, tu penses qu'il faudrait remettre le signal prix à la une ? Je pense qu'en fait, on est quand même d'abord, d'un point de vue général, dans une probable impasse pour cet hiver et l'hiver suivant. L'hiver suivant, encore plus. Donc voilà, d'où le cri d'alerte des trois patrons des grandes entreprises françaises énergétiques, et qui restent assez polis en fait dans leur tribune. Parce que la réalité, c'est qu'on ne va pas pouvoir passer tout ça en appelant au civisme. C'est-à-dire qu'il y a des chances qu'on soit obligé quand même de travailler sur des mécaniques réglementaires complémentaires qui vont venir
conforter la sécurité d'approvisionnement à moyen terme. Or, aujourd'hui, on ne discute pas du tout de ces sujets-là. Non. Et ça me semble, pour le coup, inquiétant. Et je pense qu'eux, ils sont inquiets parce que, d'abord, ça affecte leur PNL à eux, parce que, évidemment, ces boucliers se font en partie à leur détriment. Mais en partie. Ouais, mais pas vraiment en partie. Engie va être compensé du bouclier gazier. Vas-y. Mais non, mais c'est pas ça, c'est qu'ils doivent assurer quand même l'approvisionnement. Donc en fait, l'approvisionnement, il coûte de plus en plus cher. Oui. Donc il y a quand même un effet ciseau qui s'opère. Non, parce que alors j'ai regardé ça notamment pour le stockage, là, effectivement, ça peut être compliqué. A priori, il y a une garantie du gouvernement que si il y avait un effondrement des cours dans les mois qui viennent, il serait compensé. Oui, tout à fait. Mais néanmoins, on rentre dans une trajectoire qui n'est pas très positive pour eux. Mais en même temps, c'est leur boulot. C'est leur responsabilité de fournisseur d'énergie. Non, mais alors, sauf qu'en fait, on a quand même 3 chocs qui sont en cours. 2 chocs. Enfin, l'énergie, c'est quelque chose qu'on design sur le moyen long terme. On a 2 chocs qu'on s'impose à nous-mêmes, c'est-à-dire la taxonomie, pour 2035, en gros. Et on a maintenant la fin des véhicules thermiques neufs, toujours pour 2035. En même temps, on a un choc non voulu qui est celui de la guerre en Ukraine. Donc, ça fait 3 chocs à digérer d'un coup. Quand même, parce que c'est tout de suite que ça démarre. En fait. Enfin, là, le seul choc dont on parle, c'est celui de la fin de l'approvisionnement russe, quoi. Oui, c'est celui-là qui est à la une de l'agenda. Ça stabilise quand même sensiblement nos marchés. Donc, on ne va pas pouvoir. Ça, je te confirme. Voilà. Et en même temps, on ne travaille pas, par exemple, sur le redesign des marchés, du marché de l'effacement, par exemple. Ce n'est pas un marché aujourd'hui. Il faut se rendre compte que par rapport à il y a 20 ans, il est 3 fois inférieur. Il y a 20 ans, c'était 10 gigas. Maintenant, on est à 3 gigas. Donc, d'un mot, l'effacement, c'est les entreprises qui acceptent de temporairement stopper leur production. Mais sauf qu'on vient de déployer Linky, en fait, on a le réseau le plus intelligent au monde. Selon, je crois, il y a un index de Singapour qui a dit qu'on avait celui le plus intelligent au monde. Et on l'utilise même pas pour faire de l'effacement diffus chez les particuliers. Bon, donc ça pose quand même question. Et donc, il y a de la pédagogie à faire, mais ça veut dire qu'il va falloir quand même commencer à expliquer aux uns et aux autres qu'il y a un sujet et qu'on ne va pas pouvoir altérer le signal prix sans qu'il y ait des conséquences. Il faut qu'il y ait des conséquences dans les usages, quoi. Et ça nécessite de rétablir le marché de l'effacement. Il y a plusieurs années, j'avais fait interview. Schneider Electric avait investi là-dessus. Interview passionnante de celui de Schneider Electric France qui était en charge de ces questions et qui nous expliquait comment effectivement, en récupérant de l'énergie qu'on n'utilisait pas, on recréait 2 centrales nucléaires quasiment en France. Je voulais reparler de ça, ils ont arrêté. Tu as parfaitement raison, Schneider Electric a arrêté cette activité parce qu'il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de... Parce que l'énergie a été tellement peu chère qu'on n'a pas pensé moyen terme. Ouais. Ah oui. Non, mais aujourd'hui, il y a un seul opérateur qui fait l'effacement diffus, c'est Voltalis, et c'est 150 mégas, donc c'est que dalle. Ouais. Et donc, en fait, là, sauf que nous, on a une infrastructure. On a bâti l'infrastructure. Ouais. Avec le Linky. Bah oui. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi on ne l'utilise pas. Non. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le sujet de la sobriété, la sobriété d'une façon générale et la sobriété en matière de consommation énergétique va devoir absolument être travaillé. Mais ça la tribune. Mais nous, boomers, ça nous fait pas peur. On a grandi avec la chasse au gaspillage. Voilà. Il y a plein de choses. On se souvient tous des films à la télévision du gars qui mettait son pull là. Voilà. Oui, alors je sais pas si on a tellement mis des pulls et des chaussettes à cette époque-là. Ah, 75, 76, tout ça, si, ça avait fonctionné quand même. On était conscient qu'il fallait que le comportement avait un impact sur la consommation. Et je pense qu'il faut qu'on reprenne ce sujet-là. Il faut le reprendre sur l'énergie, mais il faut le reprendre sur des tas d'autres choses parce que c'est l'avenir de la planète qui est en jeu. Oui, mais tu vois, Françoise, je donne raison à Mathieu, j'ai l'impression qu'on essaye à tout prix de protéger alors je ne vais pas dire le consommateur, le particulier. J'ai l'impression que dans tout ce que fait le gouvernement, et Barbara Pompili, il y a quelques mois, et il faut lui rendre hommage, a travaillé efficacement sur un plan de continuation d'activité, on va dire comme ça, en cas de rupture brutale de l'approvisionnement russe. Bon ben voilà, on est dedans, ça y est, c'est fait. Mais à aucun moment, on a commencé à nous dire on va avoir besoin de vous, on va faire des coupes ponctuelles, j'en sais rien, moi, dans l'après-midi, aux heures les moins gênantes pour les particuliers. Enfin... Parce que le sujet, il n'est pas blanc ou noir, c'est qu'il y a des parts de la population, il y a un article dans les Échos ce matin sur qui est touché par les coûts énergétiques, et évidemment, on n'est pas égaux face à ce Au-delà des coûts, c'est juste l'approvisionnement, là. Oui, mais... Parce qu'on va avoir un sujet d'approvisionnement, déjà. Hein. Oui, mais il y en a
le problème des coûts traduit le fait qu'il y en a certains qui en ont plus besoin que d'autres. C'est vrai. Hein, c'est vrai. Et que quand on est à la campagne, on a besoin de sa voiture pour aller travailler. Ça a été dit des milliers de fois. Donc, le sujet social autour de la consommation d'énergie, d'une façon générale, de la consommation des émissions CO2 est un sujet qu'on évite. Parce qu'on a l'impression qu'il est trop compliqué, inflammable. Et je ne sais pas si on veut protéger le consommateur. Je pense qu'on veut surtout éviter ce débat public. Enfin, j'ai un peu plus l'impression. Je suis d'accord aussi. Que ce soit ça. Ouais. Moi, j'aime pas trop le mot de sobriété parce qu'en fait, ça renvoie plutôt des valeurs, alors que là, on a un problème de marché en fait, et il faut de l'efficacité en fait. Mais t'as un problème d'approvisionnement quand même. Non, mais concrètement là, tu y es pas. Voilà. Non, mais le mot sobriété, j'aime pas trop le mot sobriété d'un point de vue à ce qu'il renvoie. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut des mécanismes. Il faut des mécanismes, il faut revoir les marchés de capacité, il faut revoir les marchés d'effacement. Et en fait, ça veut dire qu'il y a un travail à faire. On ne va pas juste pouvoir fonctionner en disant et s'il vous plaît, décalez votre consommation, etc. Parce que ça fait gagner entre 0 et 5 en fait, %. Là, on va devoir aller probablement jusqu'à 10 à 15. Et donc, ça nécessite des mécanismes. Et donc, il faut bien qu'on reparle de l'efficacité énergétique au sens noble du terme. La sobriété, ça appelle au bon vouloir de chacun. Et moi, j'aime pas ça parce qu'en fait, moi, je ne mettrais pas l'enjeu du système électrique sur le bon vouloir des uns et des autres. Moi, je pense qu'il faut les deux. Parce que tant qu'on n'a pas repris la notion de responsabilité et de bien commun, on a un vrai sujet dans cette société d'une façon générale et en France en particulier. Et c'est bien ça qui nous manque aujourd'hui. Alors je dis, d'accord, c'est pas ça qui va sauver le monde, peut-être. Il faut les deux, mais il faut aussi ça. Ça fait un peu ringard, ça fait un peu vieille garde, etc. Mais enfin, il y a un moment où il va falloir qu'on s'occupe de autre chose que sa petite personne, chacun d'entre nous. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Françoise. Pour moi, c'est une opportunité extraordinaire d'un enjeu collectif. Oui. Qui sera l'enjeu ensuite du XXIe siècle? On peut le mettre dans tous les sens, Mathieu. À un moment, tu as un sujet de sobriété. Oui, non, forcément, sur la bataille du CO2, à un moment, tu as un sujet de sobriété. Tu n'y arrives pas autrement. Donc, que tu le mettes là sur la table, dans un moment d'urgence, où si tu ne le fais pas, ça passe pas, tout simplement. C'est pas un réchauffement climatique dans 3 ans, peut-être, machin, ceci, cela. Non, c'est là. Et surtout l'hiver prochain, d'ailleurs, hein, visiblement, une discussion que j'ai eue, moi, avec des gars d'Engie, surtout l'hiver prochain, en fait. Pourquoi se refuser ça, tu vois? Non, mais ce que je veux dire, c'est que des appels au civisme, ça peut marcher 1 fois, 2 fois, où les gens, effectivement, ils accepteront de revoir un petit peu leur consommation, de décaler de leur machine à laver pendant 2 heures, etc. Mais c'est juste qu'il faut qu'on l'organise pour de vrai. Parce qu'en fait, cette situation, elle est là pour longtemps. En fait, elle n'est pas là juste ponctuellement pour passer 3 jours, il ferait froid. C'est pas du tout la réalité de ce qu'on est confronté aujourd'hui. On marque une pause. On repart. J'avais une question, alors pour le coup vraiment, une question à l'administratrice, question au consultant. Comment est-ce qu'on, chef d'entreprise, comment est-ce qu'on garde le cap face à la multiplication des chocs de forte intensité? Vous avez 4 heures. ça fait devoir à... On fait appel à des consultants. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas probablement qu'une seule réponse simple à ce sujet-là. Mais moi, je crois, et en tout cas, c'est ce que je vois, il y a beaucoup d'entreprises. Alors, est-ce qu'elles ont pris la mesure totale de ce qu'elles risquent de vivre dans les mois prochains? Pour certaines, je ne pense pas. Mais en tous les cas, le long terme est l'horizon à peu près clair et l'horizon sur lequel on peut obtenir un consensus dans une entreprise. Donc, et là, de ce que tu vois, Françoise, il est préservé. Et il est préservé et il est au contraire renforcé en ce moment parce que c'est là où on peut avoir une communauté qui est d'accord. Il faut faire les choses différemment. Il faut que l'entreprise se décarbone, etc., etc. Donc, pour le moment, en tous les cas, ce moyen terme, il est clair et il est pris en main. Il est partagé au niveau de l'entreprise. Après, c'est vrai qu'il va y avoir des compromis dans le court terme. Il va falloir tirer des bords. On va vivre avec des paradoxes. On va faire des choses bizarres et contradictoires par rapport à ces objectifs de long terme. Et donc, il va falloir reprendre la communication, la pédagogie, etc. Mais finalement, le long terme, c'est le seul endroit où on peut se retrouver clairement. Mathieu ?
Oui, je pense que là, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on vit là-dedans, et je pense qu'en fait, en réalité, la plupart des équipes c'est pas de plus management... fort, là, quand même, là, depuis, je vais dire depuis un certain nombre d'années, comme tu dis, oui, 2 ans. Enfin, tu vois, le concept de VUCA, il existait avant Covid, et en fait, on considérait déjà qu'on vivait des secousses relativement intenses. Alors c'est vrai que... Oui, mais c'était un truc de consultant, VUCA, personne ne le prenait au sérieux, en fait. Ouais, non, moi je voyais ça. Je voyais des tas de trucs là. Là, en tout cas, on y est. Ça prouve que les consultants ont vu. Non, c'est que c'était une moyen de vendre votre business, mais non. En fait, c'est-à-dire que là, on enchaîne les signes noirs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus ça que finalement des choses qu'on pouvait pressentir, etc. Et donc aujourd'hui, on est obligé de développer finalement cette approche de la gestion des grands risques en fait dans les entreprises. Donc ça revient, et après la capacité à piloter le long terme, ça se gère aussi dans la capacité à travailler les management packages des dirigeants pour qu'ils travaillent mieux le long terme que ce qu'ils avaient avant. Et donc aujourd'hui, la plupart des boîtes maintenant, les indicateurs CSR, ils sont dans la rémunération des dirigeants. Ça y est, c'est des choses qui ont très très vite avancé en réalité. Donc je pense qu'après la difficulté, c'est une difficulté de communication. Mais ça va au-delà de la rémunération des dirigeants. C'est quand même important. Ils sont dans le consensus social qui fait l'entreprise, non ? Oui, bien sûr. Mais d'accord. Mais quand il y avait une décorrélation entre la façon dont les gens ils sont rémunérés et la façon dont ils doivent piloter l'entreprise, ça posait quand même un souci. Aujourd'hui, c'est finalement assez récent que c'est traité. Ouais. Les indicateurs CSR qui sont mis dans la rémunération des dirigeants... 3-4 ans. Oui, voilà, c'est vraiment récent. Ouais. Et donc, c'est une nouvelle génération aussi de patrons qui sont confrontés réellement nativement à ces sujets-là. Voilà. Après, les entreprises, aujourd'hui, elles ont montré leur capacité à répondre de façon assez satisfaisante, quoi. Voilà. Donc la question, c'est la communication sur qu'est-ce que c'est le long terme dans une entreprise aujourd'hui, parce que avec ces chocs-là et la capacité à réorienter rapidement, etc., ça reste quand même un challenge très important. Tirer des bords, comme le disait Françoise. Oui, il va falloir. Oui, mais c'est compliqué de tirer des bords. Des fois, tu as l'impression de reculer quand même quand tu tires des bords. Et surtout, on envoie des messages contradictoires à ses collaborateurs, donc c'est jamais des situations faciles à gérer. Mais je pense qu'au-delà de la rémunération des dirigeants, où ça fait pas si longtemps qu'il y a des indicateurs CSR pertinents et contraignants c'est ça, dans les rémunérations, parce que ça, c'est nouveau. C'est une partie de ton métier, d'ailleurs. Tu es au comité de rémunération. Et il y a quand même toutes les politiques d'investissement qui sont lourdes, parce qu'il y a des choses qui vont devoir se dérouler et sur lesquelles les gens vont devoir investir sur du long terme. Donc voilà. Donc ça, c'est des sujets qui sont traités et qui sont bien traités en général dans les conseils d'administration. Après, à court terme, on va faire des choses un peu différentes de temps en temps. Je ne sais pas si... Non, je vous la pose quand même. Il faut taxer les compagnies pétrolières ou pas ? Elle m'intéresse, moi, cette question. C'est Joe Biden donc, qui a dit cette phrase. Exxon a fait... Ah mais non, Françoise, tu peux pas. Exxon a fait plus d'argent que Dieu. Ouais. Je ne sais pas si on peut l'évacuer d'un revers de main, parce que pour le coup, alors, c'est... comment est-ce qu'on appelle ça ? C'est un gain presque... Enfin, la politique, la stratégie de l'entreprise n'est pour rien dans ce gain colossal et considérable aujourd'hui que sont en train d'accumuler les compagnies pétrolières. Donc, je ne pense pas que cette question soit... C'est pas taxer les géants du CAC pour taxer les géants du CAC. Non. C'est à un moment, là, il y a un sujet. Je pense que les contraindre à avoir des politiques de transition énergétique et d'investir lourdement, et peut-être plus qu'ils l'ont prévu, sur ces sujets-là, qui n'est quand même pas une opération si simple, et que certains font, certains d'autres moins, et d'autres même qui ne vont pas le faire. Tout à fait. Ça, c'est plus efficace que de les taxer purement et simplement, je pense. Mathieu ? La question, effectivement, donc là, il y a un effet d'aubaine qui est constaté par le pouvoir politique. Donc, il peut y avoir une réponse fiscale, il peut y avoir une réponse d'une autre nature. Voilà. La question même que François se pose, c'est en fait, est-ce qu'eux-mêmes sont les mieux placés pour conduire l'agenda de la transformation ou la transition énergétique ? Qui, eux ? Les compagnies ou les compagnies pétrolières ? Les compagnies pétrolières. Quel est le savoir-faire, finalement, d'une compagnie pétrolière pour développer des champs éoliens ? Enfin, je veux dire, donc en fait... Les grands chantiers. Voilà. Ça se regarde. Si je mets ma casquette Patrick Pouyanné, je vais vous répondre ça. Capacité à amener des investissements sur le long terme et la maîtrise des grands chantiers. Ma réponse, elle est oui, mais elle n'est pas évidente. Et d'ailleurs,
beaucoup de compagnies pétrolières américaines n'ont pas pris ce chemin. Exactement. Exxon, par exemple, refuse de le prendre. Et ils refusent parce qu'en fait, leurs investisseurs leur disent non, mais moi je préfère investir directement dans des sociétés qui font ça. Toi, tu sais faire du pétrole, occupe-toi de faire du pétrole. Déjà, implémente les règles de COP26 sur le méthane et ça sera déjà bien. Exactement. Et donc, voilà, donc il y a plusieurs stratégies possibles. Après, la question politique, oui, c'est-à-dire que dans un moment où les gens payent très cher à la pompe, il y a l'envie de pouvoir récupérer une partie de cet argent. Mais tout est dans tout, en fait. C'est un aspect de circulation, quoi, hein, en réalité. On a fait le tour sur l'énergie. Encore des trucs à dire là-dessus plein, mais... hein Je pense qu'on peut dire qu'on est inquiet. On est très inquiet. Moi, je suis, je dois dire, bluffé par, je le dis juste d'un mot comme ça, par le ministre allemand de l'économie. Parce que le gars n'oublions jamais qu'il est écologiste, quoi. Hein, voilà. Il redémarre des centrales à charbon. C'est la même, à part faire le procès de Merkel sur 10 ans, on sait très bien ce qu'il a amené là. Mais à un moment, je trouve qu'il a une espèce de franchise devant la population qui est assez impressionnante. Bon, si sa franchise pouvait faire qu'il limite le gouvernement belge à dire qu'il laisse les réacteurs nucléaires en opération, ça serait pas mal. Oui, non, mais ce que je veux dire, il ne peut pas. Est-ce que sa franchise... Non, il ne peut pas. Alors là-dessus, parce que alors je ne dirais pas qui, la semaine dernière, j'ai audité le sujet, on va dire, comme ça, voilà. Les Belges, c'est peut-être encore possible, mais il faut se dépêcher. Oui. Les Allemands, c'est plus possible. C'est plus possible. T'as plus donc dans l'une des trois, par exemple, il n'y a plus de combustible. Donc elles sont... Ah non, mais tu pas comme ça. Franchement, c'est sur 2 ans quoi, que tu peux la faire redémarrer. Mais pour l'hiver prochain, il ne faut même pas y compter. Mais sauf qu'il faut bien penser que ce n'est pas fini. On est d'accord. Non, mais ça, on est d'accord. Et tu as vu sur cette histoire de Saint-Avold, c'est quand même très, très intéressant. Donc, on redémarre la centrale de Saint-Avold en Moselle. Il va falloir rappeler des gens qui sont barrés à la retraite quand même. Ah, bien sûr. Enfin, il faut espérer qu'ils reviennent, quoi. Il n'est peut-être pas du tout sûr. Ils ont eu des packages quand même très très intéressants. Alors tout de suite, la direction d'ailleurs dit il n'est pas question de toucher à vos packages, on vous demande de revenir. Mais c'est à la limite une question à la spécialiste des ressources humaines que je pose. À un moment, quand tu as fait le virage, tu as fait le virage, quoi. Revenir, enfin, je ne sais pas d'ailleurs quelles sont les conditions de travail dans une centrale à charbon qui ne doit pas être super fun à opérer, tu vois. Ça dépend ce qu'on leur demande de faire. Mais quand on fait appel à une expertise qui, en plus, a été dénigrée, les gens sont contents parce que ça les valorise. Il y a eu alors je ne sais pas à quelle échelle les choses se passent, mais si c'est appelé quelques experts parce qu'il y a des choses qu'on ne sait plus du tout faire, on l'a eu sur des productions dans le domaine de la métallurgie. Ouais. Il y avait des gens qui avaient complètement perdu, on savait plus le savoir-faire. Le savoir-faire, le processus avait été complètement perdu. Les gens acceptent de revenir, au moins ponctuellement, pour donner un coup de main, parce que ça les valorise. Bon, voilà. Et merci pour la placidité avec laquelle tu as accueilli, mais ça, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent régulièrement sont habitués au fait qu'il y ait des travaux dans l'immeuble d'à côté et que parfois, je ne sais pas si vous l'avez entendu ou pas d'ailleurs, parce que les micros sont bien faits. De quoi est-ce qu'on parlait ? Ah oui, on fermait le sujet de l'énergie. On fermait le sujet de l'énergie. Voilà. Ah oui, c'est ça, je rendais hommage au ministre allemand de l'économie. Tiens, une petite photo, à chaque fois j'ai un doute si on peut l'envoyer. C'est Aurore Berger qui a envoyé ça, je crois. Voilà. Donc, Aurore Berger qui dirige le groupe majoritaire à l'Assemblée... Non, on peut la laisser plus longtemps, elle va trop vite. Qui dirige le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. À côté d'elle, Elisabeth Borne, Première ministre. Et puis, celle qui va essayer de briguer la tête de l'Assemblée nationale. Jolie photo, il faut ça pas... bouge quand même. Oui, voilà. Il ne faut pas bouder son plaisir. Il ne faut pas bouder son plaisir. On apprécie le fait qu'enfin on a 3 femmes. Et puis on se dit, on appréciera encore plus quand il y en aura 3, mais qu'on ne le dira plus. Oui, mais là c'est important de le dire encore, non ? Tu ne crois pas ? Ah oui, je pense qu'on n'en est pas encore là. Oui, bien sûr. Mais la même semaine, j'ai trouvé, il y avait quelques articles sur la façon dont Christine Lagarde menait sa mission à la BCE, et où on ne disait pas que
c'était parce qu'elle était une femme qu'elle était efficace. Et j'ai trouvé que c'était tout aussi satisfaisant. Donc c'était une très bonne semaine sur ce sujet de la diversité. Moi, Christine Lagarde, il y a longtemps qu'elle est passée du côté masculin de la force. Oh non. Non. Il y a longtemps qu'elle a été totalement dégenrée, Christine Lagarde. Et il ne faut pas en parler comme ça, parce que non, on est dans un monde où il y a des hommes et des femmes et chacun contribue. Je désolidarise de ce message. Moi aussi. Non, mais Mathieu, moi j'ai bien aimé cette photo avec toujours cette réserve. C'est pour ça, Françoise était là. Il y a toujours cette difficulté. Je me demande même si c'est pas vous, Françoise, qui m'aviez dit ça il y a 10 ans. On avait cette très mauvaise idée pour la journée de la femme de n'inviter que des chefs d'entreprise. Et un jour, je crois que c'est vous, mais vous m'avez au téléphone dit c'est la journée où vous visitez le zoo. Je crois que c'est vous qui m'aviez dit ça. Vous auriez pu le faire. Ouais. Donc, et j'admets ça. Mais de temps en temps, il y a quand même encore des rôles modèles, un moment d'exemplarité, des choses à mettre en avant, des vraies initiatives. Absolument. Et je vais jouer. Alors, je vais utiliser la perche en disant, par ailleurs, ça montre que le monde politique a évolué, peut-être un peu plus vite que l'entreprise. Non, en l'occurrence. Parce que parce qu'il n'y a pas encore des comex tout féminins. Non. Alors, loi Copé-Zimmermann. Sur les conseils. Sur les conseils d'administration. Et il y a une loi Rixin qui arrive. Oui, alors c'est beaucoup plus compliqué sur les COMEX. Et j'ai été la première à dire que les quotas sur les comités de direction, ce n'était pas une bonne idée, ou les COMEX en général. Et je pense que ce n'est pas une bonne idée. Mais ça veut dire qu'il faut faire progresser les femmes dans l'entreprise. Il y a plein de choses à faire, mais on n'y est pas encore tout à fait. La loi Rixin, c'est sur... les COMEX. Oui, même en dessous. Ouais, en dessous, les cadres dirigeants. Mais la prochaine fois, on en reparlera. Je n'avais pas prévu d'en parler là. Je le dis juste d'un mot. Moi, j'ai discuté avec, alors justement, secrétaires généraux. Poste très intéressant, le secrétaire général, de 2 grands groupes industriels. Très franchement, ils ne savent pas comment ils vont faire. Ah ben non. Non pas. Alors, pour faire monter les femmes, l'un de ces groupes est dans l'automobile industrielle. Elles ne sont pas là. Mais surtout, qu'est-ce que je fais des gars qui sont à leur place ? C'est-à-dire, ce n'est pas un conseil d'administration où les mandats sont révocables. C'est des gars qui ont 50 ans, mais comment je fais ? Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas appliquer les mêmes recettes sur un COMEX que sur un conseil d'administration. Et que le vrai sujet maintenant sur lequel il faudrait qu'on s'attelle, c'est le nombre de femmes et de filles dans le monde de la technique et de l'ingénierie. Ouais. Où les écoles d'ingénieurs ne sortent pas plus de filles diplômées que lorsque moi, je passais mon diplôme d'ingénieur. Et ça, c'est dramatique. Mais ça ne bouge pas. Et ça ne bouge pas parce qu'on ne sait pas attaquer à faire une analyse du pourquoi et traiter le sujet. Tu as vu les chiffres, l'histoire de l'option de maths, là, toute la polémique était intéressante. Et elle est intéressante parce que tu peux voir qui choisit l'option maths ou pas. Oui, il y a des filles. Très peu de filles. Très peu de filles. Mais maths pure, parce que... Enfin bon, on en parlera peut-être. Non, mais vas-y, ça m'a... Je pense qu'on a une conception... C'est pour ça que ce n'est pas un sujet qui peut être traité à la fin du processus. Oui, c'est ça. Il faut le traiter, hélas, bien plus avant, ou donner envie aux filles d'aller vers des filières plus techniques et mathématiques, et peut-être sortir de cette conception de l'ingénieur qu'un ingénieur doit être à la fois compétent en physique et mathématiques. Et ça, c'est pas vrai pour toutes les matières, en particulier dans le digital. On n'a pas besoin d'avoir fait de la physique ni de la chimie. Voilà. Dans un certain nombre de cas, on a besoin de faire des maths, et pas toujours. Et on peut aller dans le monde technique sans être un ingénieur au sens français du terme, et donner une image de la technologie, de la technique différente. Mais ça commence, hélas, très tôt dans le processus scolaire. Mathieu ? Tu dois être confronté à ça, toi. Non, mais je pense que la vraie question, c'est qu'il va falloir... il faut qu'on s'engage dans des démarches de progrès, en fait, et il faut partir de l'existant et pas partir d'un concept qui serait viser une parité ou quelque chose qui soit transverse à tous les secteurs. Donc, il faut partir de benchmarks sectoriels avant de se fixer des objectifs. Donc, j'espère qu'en fait, ça pourrait être traité au niveau des branches ou des choses comme ça, mais parce que si on a une loi générique qui est d'ensemble... Je pense qu'on risque... tu l'as, de toute façon. La loi Rixin, elle est là. Oui, mais alors, pour les très grandes entreprises, voilà, pour l'instant, mais elle est là. Oui, mais ce n'est pas réaliste par rapport à la situation de l'emploi tel qu'il est. Et donc, je pense que personne n'est contre de s'engager dans des démarches de progrès, mais il faut être réaliste par rapport aux moyens humains réellement disponibles et ce dont on bénéficie en entrée. Mais toi, dans le développement de SIA Partners, avec une activité industrielle importante,
C'est pas un sujet. C'est pas un sujet en termes de recrutement. Si tu avais plus de filles, tu aurais plus d'ingénieurs, tu aurais plus de... Non, c'est pas un sujet parce qu'on est quasiment à parité sur les entrées. Le problème, c'est plutôt sur les couches hautes en fait qui s'expriment. C'est pas vraiment sur le dispositif en entrée. D'accord. Mais c'est vrai qu'après il y a une asymétrie dans les filières d'ingénieurs. Mais en fait, les métiers du conseil restent assez attractifs pour les filles ingénieurs. Voilà. Donc en fait, nous dans notre secteur, on n'est pas hyper impactés. C'est vrai que les seules qui sortent, elles vont direct chez toi. Voilà, je pense que ou en médecine. ou en médecine. Donc on n'est pas confronté à une difficulté directe. Mais après, c'est une question de bassin d'emploi, quoi. Sur ancienne activité, là, hôtellerie, café, restauration, là, c'est une révolution culturelle qu'ils sont en train de faire en termes de recrutement, Françoise. Oui, alors il faut tout reprendre à la base. Ils reprennent tout à la base. Pour développer de l'attractivité de ces métiers, en considérant que oui, il faut travailler sur les temps de travail, il faut travailler sur les rémunérations, le lien à l'entreprise. La possibilité du week-end, enfin autant de trucs. Mais c'est ça qui est passionnant sur ce qu'on est en train de dire sur le monde du travail. C'est-à-dire autant d'éléments qui semblaient mais totalement impossibles, mais vous n'y pensez pas. Mais, sous la contrainte, on fait plein de choses. Mais voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. Comme l'organisation du télétravail. Oui. Ouais. Recrutement, révolution du travail, Mathieu? Moi, je pense que c'est comme toujours, là, on vit une période d'inflation et de pénurie de main-d'œuvre. Donc les deux sont un peu liés. Je pense que c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur moment aussi pour une entreprise d'investir pour faire de la productivité. Donc il y a des métiers où c'est plus difficile que d'autres. Donc évidemment, l'hôtellerie, la restauration, c'est compliqué. Par contre, moi, ce que je vois dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est que les investissements dans l'automatisation, ils n'ont jamais été aussi élevés. Ouais. Parce que en fait, si tu trouves pas de comptable, tu vas essayer d'automatiser au maximum ta comptabilité. Donc là, on rentre dans une séquence à la fois de lourds investissements dans l'automatisation qui vont un peu desserrer la contrainte d'ici 2-3 ans. Mais là, on est dans un moment un peu difficile. Et qui est assez simple parce qu'on n'a pas gagné en productivité beaucoup ces dernières années. Hein. Bon, il ne peut pas y avoir une émission avec Mathieu sans qu'on parle du métaverse. Ah oui. C'est un bon sujet de dilemme. Alors, mais justement, Françoise, ça m'intéresse. C'est un bon sujet de dilemme parce que c'est vraiment un sujet sur lequel, on n'y est pas encore, parce que même si on raconte le métaverse 2030, etc. Chief Metaverse Officer, il dit Mathieu, il le faut maintenant dans toutes les grandes entreprises. Non, please, non. Non, moi j'ai vu au début des années 2000, on achetait nos îles aussi dans Second Life, etc. Et pour le moment, je pense vraiment que la technologie n'est pas encore là. Et pour le moment, quand même, il va falloir se poser la question de l'impact sur la collectivité et l'humanité versus la dépense, notamment en énergie, ou les impacts sur la société. Et c'est le moment de se poser la question. Et le fameux rapport McKinsey sur le sujet... On va le voir, là. Moi, j'ai trouvé pathétique la façon dont il le présente, c'est-à-dire dire, il y a un énorme gain, il faut que vous y intéressiez, qu'il faille s'y intéresser sûrement. Et puis, accessoirement, il y a un petit sujet de consommation d'énergie. Et donc, on traitera le sujet. Non, il y a un vrai sujet de dilemme, c'est est-ce que c'est indispensable ? Quelles sont les conditions, les applications qui font qu'il y aura réellement un bénéfice pour le collectif sur ces sujets-là. Comment on traite les sujets de souveraineté économique ? Parce que oui, c'est peut-être une bataille qu'on pourrait gagner au niveau des acteurs du métaverse. Et puis derrière, comment on finance et qu'est-ce qu'on finance sur ces sujets-là ? Et c'est comme ça, je pense, qu'il faudrait qu'on pose le sujet. Hélas, non. Mais ça ne se passe jamais comme ça avec l'innovation, Françoise. Jamais. L'innovation, elle fonce jusqu'à ce qu'elle aille dans le mur. Oui, ça a toujours été comme ça. Il y a 2 ou 3 sujets dans celui-là, mais l'intelligence artificielle, c'est aussi un sujet sur lequel on pourrait se poser un certain nombre de questions. Et avant que la chose se soit matérialisée et soit désastreuse pour l'humanité. Mais c'est bien, ça fait du débat, Mathieu. Oui, non, mais je pense que l'étude McKinsey, elle repose sur le fait qu'il y a un transfert de temps de cerveau en fait, des activités existantes vers ces écosystèmes-là. Et c'est vrai qu'elle est très sur le B2C en plus. Hein. Ouais. Donc, mais justement. Mais ce qui est peut-être le moins intéressant en fait. C'est une partie importante de ce marché, mais voilà. Donc, et puis c'est quand même ça qui va créer. Il faut toujours, dans des innovations comme celle-là, il faut toujours des métiers précurseurs qui embarquent le reste. Donc voilà. Non, je pense que la question qui nous est posée là, c'est par rapport à la crise de la tech. Est-ce que l'effondrement des valos là, l'effondrement des valos, est-ce que ça va tenir ou pas ? Bon, moi ce que je vois, c'est qu'en tout cas chez Facebook, qui quand même investit 10 milliards par an. Ils ont décidé, ils ont reconfirmé le fait qu'ils ne baissaient pas l'investissement dans le domaine, voilà, indépendamment de l'évolution de leur valeur.
Ensuite, le métaverse, les métaverses avec le lien qu'ils ont avec les cryptos. Donc, on voit bien que là, il y a une fragilité sur les cryptos qu'il faut quand même relativiser parce que, par exemple, le Bitcoin est aujourd'hui un petit peu au-dessus de la valeur qu'il avait au moment où on est rentré dans la crise Covid. Donc c'est pas un effondrement complet. Mais moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en fait, la plupart des gens qui évoluent dans le système de la crypto savent que pour que ça survive, il faut qu'il y ait une régulation. Donc, en fait, on rentre dans le moment, peut-être une partie secondaire dans le cycle que tu évoquais. Tout à fait, dans le cycle de l'innovation, tout à fait. En fait, la crypto survive à ce qui est en train de se passer. Il faut qu'ils acceptent qu'il y ait une forme de régulation. Donc, on sort du délire un peu puriste, anarchiste, en fait, pour qu'on rentre dans quelque chose qui est centré sur de l'utilité et qui, de fait, aujourd'hui, moi, je le vois au quotidien dans un certain nombre de processus, dans plein de business différents. Il y a une utilité, en fait, du déploiement de la blockchain, des cryptos, qui me semble relativement évidente. Et pour compléter mon propos, je le dis souvent, nous, un tiers de nos missions qu'on fait dans le secteur bancaire aux États-Unis, ils sont liés à de la crypto. J'ai aucune baisse. J'ai aucune baisse et au contraire, on a une accélération des calendriers. Donc, moi, je pense que ces sujets, ils sont bien là. Alors, je ne dis pas qu'après, il ne faut pas les travailler, qu'il ne faut pas regarder l'ensemble des conséquences que ça génère, mais j'ai aucun doute sur la survie à cette crise, en tout cas. Et tu ne crois pas, comme Françoise, que c'est le moment d'un débat de société sur le volet qui serait utile, mais je ne sais pas comment tu l'organises aussi, Françoise. Un débat de société de qui, avec qui, je ne sais pas s'il faut... je pense qu'il faut commencer par le débat de société, mais en parallèle, je pense par exemple que les financeurs et les investisseurs ont un rôle à jouer. Est-ce que j'investis sur des boîtes qui vont faire du métaverse juste pour qu'on consomme beaucoup plus ? Je ne sais pas si on consommera beaucoup plus. Oui, il y a du transfert quand même, qu'on consomme plus, je ne sais pas, il y a beaucoup de transferts. Il y a quand même l'objectif, c'est de faire plus de commerce. Oui, mais bon, l'empreinte, par exemple, l'empreinte des Nike dans le monde physique versus l'empreinte des Nike dans un certain nombre de métaverses. Non, mais ce que je veux dire... Tu les mettras pas au pied. Non, tu auras besoin de Nike. On aura du mal à marcher avec. Elle a raison, François, c'est de la conso en plus. Non, mais sauf que le taux d'équipement Nike des adolescents aujourd'hui, il est quand même relativement important. C'est-à-dire qu'ils ont rarement une paire de chaussures. Donc c'est en plus. Elle a raison, tu crées un truc en plus. Parce que ça coûte quand même. Enfin, c'est pas gratuit. Oui. Donc en fait, voilà. Non, c'est surtout, ça coûte beaucoup en CO2 quand même. Après, là, ça dépend aussi des roadmaps technologiques qu'ils ont. Oui, enfin pour le moment, on ne les a pas vus. Et si, quand même, Google. Sur la partie CO2. Ah si, il y a quand même. Alors, il y a des effets d'annonce, mais par exemple, Google aujourd'hui est le premier opérateur de câbles supraconducteurs au monde. Bon, je veux dire, voilà, devant n'importe quelle utilities. Donc voilà. Bon, les amis, merci. Je note, parce que là, ça m'intéresse beaucoup, la prochaine fois, c'est l'utilité des cryptos. Là, Mathieu, je te le rappellerai, mais la prochaine fois que tu viens, good luck. L'utilité des cryptos. Il y avait que le côté anarchiste qui m'intéressait, finalement. Où je disais, là, oui, d'accord, il y a une proposition, on va dire que ça comme ça, il y a une proposition politique. S'il n'y a même plus le côté anarchiste. Merci. Merci, les amis. Et donc, à demain sur Bismart.